Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de femmes en politique municipale. Nous en allons en reportage à la SPCA. Nous revenons en studio pour parler du patrimoine culinaire et nous terminons par une entrevue avec le maire de Baie-Saint-Paul sur le développement durable. Alors installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Hey, je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'on accueille deux femmes qui vont nous parler de la politique, mais de la politique dans le milieu municipal, quelque chose qui est assez proche d'une expérience que j'ai vécue et il y a toujours de la place pour accueillir des femmes. Nous accueillons Lise Pilote, qui est coordonnatrice du réseau Femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale. Et Myriam Fortin, qui est sa collaboratrice dans Charlevoix pour le réseau des femmes qui veulent s'impliquer. Chère Lise, dis-moi, est-ce qu'il y a encore de la place pour que les femmes s'impliquent en politique? C'est certain, c'est certain. Il y a encore plein de place pour les femmes en politique. Puis je dirais que même on veut, hommes, femmes, élus, pas élus, veulent plus de femmes en politique. On a besoin d'avoir une vision différente. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du conseil de ville. Oui. Et les dossiers, avec les années, ont varié. Les dossiers sont encore pas plus important, mais de prendre une teneur et ça prend plus d'opinion, ça prend plus de vision. Et qu'on le veuille ou pas, les femmes, on a une vision différente de celle des hommes. Puis c'est ce qui est souhaité. Bien, moi, je pense que c'est comme la diversité, puis la façon de prendre les choses autrement. Moi, en passant, je voulais dire que quand je me suis impliquée en politique municipale, j'y ai réfléchi, là, parce que nous le savons, nous autres, les femmes, on a beaucoup de responsabilités qui concernent notre travail, mais à la maison. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir du temps pour s'impliquer. Mais moi, quand je suis rentrée en politique municipale, je connaissais rien. Puis je me suis dit, mais je voulais, tu sais, je voulais participer à la vie municipale, je voulais faire une différence. Puis je me dis, ça prend juste ça, finalement. Oui. Ça prend ça, puis ça prend un réseau comme le nôtre aussi pour accompagner les femmes. Le réseau a été créé en 2011, ça fait 10 ans qu'il existe. Et on accompagne les femmes, c'est-à-dire avant qu'elles décident dans leur processus de décision, mais on accompagne aussi les femmes quand elles sont élues, parce que c'est pas toujours facile. Souvent, elles se retrouvent seules autour du conseil, entourées d'hommes, et se sentent moins à l'aise ou se sentent pas à leur place. Alors, le fait que le réseau soit là, qu'on soit là pour les écouter, qu'on soit là pour accompagner toutes ces femmes-là dans leurs décisions, dans leur cheminement, bien, je pense que ça fait une différence. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce que le réseau va encore une fois un peu plus loin cette fois-ci, en offrant cette série d'ateliers-là, des ateliers qui vont démystifier le rôle d'élu, montrer c'est quoi que ça fait un élu municipal, quels sont les dossiers de ville, quels sont les dossiers qui roulent autour de la table, quels sont les comités, les conseils consultatifs que les villes ont mis en place, et pour que les femmes voient que c'est pas sorcier, tout ça. Ça se fait par du monde, puis ça se fait par des femmes aussi, puis qu'elles sont les bienvenues, là, elles sont bienvenues autour de la table. Myriam, dis-moi, tu vois, votre mouvement parti en 2011 et j'ai terminé mon mandat à cette époque, vois-tu? Mais j'aurais apprécié avoir au moins l'opportunité d'échanger avec d'autres femmes, puis d'avoir un endroit ressource pour téléphoner aussi, parce que parfois, on se sent pas tout à fait bien outillé, là. Mais la vie municipale, on peut commencer à y goûter un petit peu avant de décider, mettons, de se présenter comme conseillère, n'est-ce pas, Myriam? Oui, exactement. Puis c'est un peu ça. L'objectif des ateliers, c'est vraiment de démystifier la politique municipale, d'amener les femmes à comprendre comment ça fonctionne, le monde municipal, comment les décisions se prennent, c'est quoi les enjeux qui sont décidés au palier municipal avec, les municipalités, les MRC, puis de parler aussi des comités citoyens. Il y a différents comités dans nos villes qui recherchent des femmes aussi pour s'impliquer. Présentement, moi, je suis sur le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Baie-Saint-Paul, puis c'est vraiment une bonne façon aussi d'aller être actif dans la prise de décision, puis comprendre aussi toute la réflexion qu'il y a derrière les décisions qui sont prises au conseil municipal. Puis, on a besoin de femmes autant sur les conseils municipaux que dans les comités citoyens, puis des femmes qui vont, comme Lise le disait, amener leur vision dans toutes ces réflexions-là qu'on a sur notre communauté. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent autour de ces tables-là. Il y a beaucoup de réflexions, d'enjeux qui sont discutés. Puis l'objectif, c'est vraiment que des fois, les femmes, on va peut-être moins avoir l'intérêt tout de suite pour aller vers ça ou avoir l'impression que notre place est là, où on va se dire qu'on
qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas peut-être les compétences. Moi, j'avais pas de compétences en urbanisme, mais je me suis dit, il y a un comité, on invite des citoyens, j'ai d'autres compétences. Je peux amener mes idées quand même, puis des réflexions autour de cette table-là. Fait que l'objectif de nos ateliers, c'est vraiment d'amener les femmes à prendre conscience de ça, puis aussi à les amener à se faire confiance, à développer leur leadership, leur capacité en communication, pour s'impliquer aussi activement dans les comités. Parce que, bon, on souhaite qu'elles s'impliquent, mais on souhaite aussi qu'elles soient actives une fois qu'elles sont autour de la table, puis qu'elles y restent aussi quand elles vont être Parce là. que moi, je me souviens, vous savez, un conseil de ville, ça fonctionne par des séances d'études. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très précieux, l'information qui revenait des comités, parce que ces gens-là, avec leurs compétences toutes différentes, amenaient une couleur, puis nous présentaient des propositions, des orientations. Puis ça nous amenait à une réflexion encore plus loin, les membres du conseil, parce que, bon, les membres du conseil... Tu sais, une séance d'études, ça va porter sur tous les départements. Par contre, quand tu es dans un comité, tu mets l'accent sur ce comité-là. Tu sais, je trouvais ça très, très enrichissant, très intéressant. Puis de pouvoir rencontrer les gens qui s'impliquent aussi, je trouvais ça... Puis c'est un beau premier pas, moi, je pense. Si on pense qu'on n'a peut-être pas le profil, bien, on peut être surpris. Parce que c'est pas juste nécessairement les gens qui sont verbomoteurs, là, tout ça, là. C'est pas juste ça, là, hein? Non, c'est pas juste ça. C'est loin d'être juste ça. Moi, je le sais, là, c'est pas juste ça, là. D'ailleurs, si je vous parle un petit peu, là, oui, justement, du oui, contenu parce qu'il s'en vient des choses intéressantes. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi, dans le fond, on a choisi 3 modules. On a choisi de faire 3 modules. Et dans le premier module, je reviens avec juste ce que tu étais en train de dire. On veut parler de leadership. Oui. Le leadership, c'est pas nécessaire. Il y a toutes sortes de leadership. Oui. C'est pas parce que tu es silencieuse que tu n'as pas de leadership. C'est pas parce que tu es expressive que ton leadership est meilleur. Que tu as trop de leadership. Oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas avoir trop de leadership non plus. Donc, premier atelier avec Corinne Marquet, qui est une consultante qui travaille beaucoup avec la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on va aborder ce thème-là. Et je dois dire aussi qu'à chaque première activité, parce qu'on fait ça dans différentes régions, on reçoit aussi des élus de la région. Alors ici, on aura des témoignages. Mme Odile Comeau a accepté de collaborer à ça. On a aussi Annie Bouchard du côté de Baie-Saint-Paul. Oui. Et je suis en train de m'embourber. Et une des conseillères municipales aussi excusez-moi, mon Dieu, j'ai oublié son nom, mais j'espère qu'elle me pardonnera, mais une des conseillères municipales Saint-Hilarion, les éboulements de Saint-Hilarion, OK, c'est ça. Alors, une jeune fille, une jeune relève. Donc, oui, c'est un témoignage de femmes. Oui. Donc, vous allez pouvoir entendre des femmes qui vont vous partager leur vécu, leur expérience, puis vous allez avoir la chance de parler aussi de leadership. Deuxième rencontre qu'on va tenir avec les femmes, c'est qu'on va aller voir comment ça se passe dans un conseil municipal. Oui, dans les coulisses. Voilà. Alors, on va t'accueillir à Baie-Saint-Paul le 8 mai et à la Malbaie le 12 juin. Donc, on a choisi d'aller à 2 endroits parce que le territoire est grand. Oui, on veut que c'est ça. Parce que les rencontres, en passant, les 2 autres rencontres sont en visioconférence. Donc, de partout dans Charlevoix, vous pouvez vous joindre à nos ateliers sans problème. Sauf que pour l'observation, on va aller sur place. Bien oui, on veut sentir, on veut voir comment ça se passe. C'est pour ça qu'on a les 2 municipalités. Puis, enfin, la dernière rencontre, on va revenir ensemble en visioconférence. Et là, j'ai Danielle Roberge, qui est une spécialiste dans service clientèle, service client. Donc, elle va faire un peu de service citoyen. Donc, on va simuler un comité consultatif de femmes. On va aller chercher des arguments. On va amener les femmes à choisir leur argument sur comment ils changeraient leur municipalité, puis on va les faire pratiquer. Alors là, les femmes vont pouvoir mettre en pratique la prise de parole en public, puis comment faire pour débattre puis présenter ses opinions. Donc, les communications, ça s'apprend aussi. C'est ça qui est important de savoir. On n'est pas obligé d'être parfaite tout le temps et d'avoir le bon ton tout le temps. L'important, c'est d'avoir des idées organisées, puis d'avoir des opinions à nous qu'on est capable de défendre. Oui, donc, de défendre, d'expliquer, puis de voir sur quelle base on a pris notre décision, puis tout ça. Alors, ce sera le 3e atelier. Puis suite à ça, on espère qu'on va avoir semé des graines, puis que les femmes vont avoir envie de s'impliquer, si ce n'est que de donner une petite tape sur l'épaule de leur mère ou de leur conseiller quand ils vont les voir pour leur poser des questions. Parce que même ça, des fois, on n'ose pas aborder les élus. On pense que c'est des élus, hein? On ne veut pas tanner, on ne veut pas être dérangé. Bien, je pense qu'après cette série d'ateliers-là, on va avoir semé des graines, j'espère, puis que les gens vont pouvoir voir la politique municipale différemment. Dis-moi, Myriam, tu as donc décidé de te lancer sur le comité consultatif. Tu ne connaissais rien là-dedans, mais tu as dû avoir un peu de formation qui t'a été offerte
parce que même quand on est un nouvel élu municipal à la municipalité, on a de la formation qui nous est donnée sur l'éthique, sur différentes choses. La Ville offre plein de documents qu'on peut aller nous-mêmes consulter sur leur site. Oui, oui, certainement. On a reçu des formations, de l'encadrement là, pour nous amener à nous intégrer, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend en se lançant dans l'aventure. Oui. Puis c'est un peu ça le message qu'on veut lancer, de ne pas avoir peur de se lancer dans des comités ou dans des postes ou des mandats, de faire confiance aussi à notre leadership et à nos compétences. C'est un peu le message qu'on veut lancer avec les ateliers puis qu'on veut lancer aujourd'hui aussi aux femmes de la région de Charlevoix, même si moi j'en parle depuis plusieurs semaines de ces ateliers-là dans mon entourage. Puis les femmes se disent « Ah, moi la politique municipale, je le sais pas », mais moi j'ai envie de dire « Venez l'essayer, venez découvrir aussi les ateliers, ils sont gratuits, ça s'adresse à toutes les femmes de la région. C'est du renforcement de compétences, de capacités à tous les domaines. C'est du réseautage aussi entre femmes impliquées dans nos communautés. C'est gratuit. On ne veut pas que ça soit un frein, on veut que ça soit ouvert au plus de femmes possible. Puis c'est avec aussi, en participant à des activités comme ça, je pense qu'on développe aussi... on améliore ou on renforce notre niveau de confiance pour après ça se lancer dans des expériences ou des aventures politiques, citoyennes ou d'implication. Je pense qu'on a besoin aussi, les femmes, souvent plus, d'être entourées, de se faire un peu lancer de se faire un peu pousser par notre famille, nos amis, pour sauter dans l'arène politique. Plus en sécurité puis en maîtrise, mais il faut faire le pas. Exactement. C'est en plus, étant donné qu'on offre ces modules-là, ceux-là qu'on démarre le 26 avril, là, pour les femmes de Charlevoix. Fait que vous allez connaître d'autres femmes de Charlevoix, peut-être pas juste de Baie-Saint-Paul, de partout dans la région. Fait que ça permet aussi de créer des liens. Puis des fois, bien, ça l'aide, ça, d'avoir envie de partager avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts que nous. Oui. T'sais, ça l'aide. Moi, je me souviens que quand j'avais décidé de me lancer, il y avait eu comme une petite organisation, il y avait eu une journaliste qui avait été invitée, puis on s'était retrouvés plusieurs femmes, puis on avait échangé après là, sur notre intérêt à se lancer ou pas et tout ça. Puis moi, ça m'avait beaucoup aidé. Donc, qui dit atelier, qui dit inscription. Comment ça fonctionne? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il faut que vous soyez disponible pour les 3 soirs, du moins au moins 2 des 3 soirs. Si jamais vous ne pouvez pas les 3 soirs, on vous prend. Ça débute le 26 avril. C'est à compter de 19 h. Le 8 et le 12 mai, je vous disais, autour de 19-18 h pour la Malbaie et Baie-Saint-Paul. Donc, pour l'observation. Et la dernière activité, le 14 juin à 19 h. Donc, c'est en soirée, ça dérange. On a choisi ces heures-là parce qu'on se dit que ça ne dérange pas le retour d'école, si on a des jeunes enfants, ça ne dérange pas le souper. Donc, on trouvait que ça prêtait bien à ces moments-là. Puis, donc, vous, pour vous inscrire, vous visitez le femmepolitique.net, www.femmepolitique.net. D'accord. Et ça va vous diriger vers un site d'inscription. Quand vous cliquez pour vous inscrire, donc vous remplissez le formulaire, puis voilà, le tour est joué. 2 ateliers en vidéoconférence où on reçoit un lien probablement par courriel pour pouvoir débuter l'atelier en même temps que les gens sont inscrits. Donc, ils sont chez elles, là, les femmes. Voilà. Fait qu'ils peuvent s'organiser. Pour le présentiel, qui est soit à la ville de la Malbaie ou à Baie-Saint-Paul, bien, on se rend à l'hôtel de ville, j'imagine, à une heure précise. Donc, pour voir dans le vif du sujet comment se passe une séance d'études et comment l'échange se passe. Et mesdames, merci infiniment. Je nous souhaite plus de femmes en politique, plus de femmes impliquées. Mais politique ne veut pas juste dire devant, ça peut être aussi dans des comités, on peut s'impliquer, voilà. On est comblé, puis on participe à mettre des nouvelles choses. On peut faire une différence, puis c'est ça qui est important de savoir, faire une différence, puis en donnant un peu de temps. C'est ça, quand tu es élu, tu donnes un peu plus de temps, mais voilà, il faut y aller en fonction de ce qu'on a à offrir. Merci, Mme Lise Pilote. Merci, Mme Myriam Boivin d'être venue. Et on se dit, allez-y, mesdames. Inscrivez-vous, puis allez explorer un peu la possibilité, peut-être, de vous laisser, de vous impliquer dans le domaine municipal. Nous en allons en reportage à la SPCA. Nous allons donc voir comment ça se passe pour Pitou et Minou avant d'être adoptés. Bonjour tout le monde! Nous sommes à la SPCA Saint-Hilarion avec Marie Dandurand, la directrice. Enchantée. Bonjour! Bonjour!
Marie, on va aller voir Minou. On Oui. va aller voir les Minous. Il y a des Minous adoptés à la SPCA. Oui. Des Minous qui ont passé leur quarantaine puis qui sont en bonne santé, puis qui sont prêts. prêts à être accueillis par un foyer aimant. Allons voir ça. Alors, Marie, écoute, merci encore de nous accueillir à la SPCA. Je pense que je vais en apprendre beaucoup sur la responsabilité qu'on a quand on a des animaux ou dans notre entourage. Donc, ça va faire 5 ans, je pense, que la SPCA a déménagé ici à Saint-Hilarion. Oui, c'est les nouveaux locaux de la SPCA depuis 5 ans maintenant. J'ai pas tout à fait la date en tête, là, mais moi, ça fait seulement 2 ans que je suis ici, donc j'étais pas forcément là quand c'est arrivé. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu des défis. Je sais que tu as présenté au MRC des deux, de l'Est et de l'Ouest, un peu les problématiques ou les souhaits ou les désirs que vous avez en tant qu'organisme quasiment de première ligne, tu sais. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu des défis qui sont présents maintenant. Les défis principaux, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a quand même des réglementations sur leur municipalité. C'est pas concernant les animaux, je parle, et pas juste les animaux, il y a autre chose aussi. Mais moi, en ce moment, je parle des animaux, comme la licence des chiens, qui est obligatoire. Comme, par exemple, c'est pas obligatoire, mais stériliser ces animaux, c'est quand même très important. Ce qui est obligatoire aussi, c'est le nombre d'animaux à ne pas dépasser. Dans certaines municipalités, c'est 4. Il y a beaucoup de personnes qui dépassent ce nombre. Alors, c'est-à-dire, quand on dit 4, ça voudrait dire... mettons 2 chats, un chien, un lapin. Oups! Le lapin, ça compte pas. Ah, d'accord. C'est chat-chien. Donc, si vous avez 3 chiens, 1 chat, ça va. 3 chiens, 2 chats, ça va plus. D'accord. 4 chiens, 1 chat, ça va pas. 4 chats, 1 chien, ça va pas. Ok. Donc, c'est vraiment 4 animaux tout confondus. Je crois que c'est à la Malbaie. Et certaines municipalités en ont 3 ou 5. Il faudrait que je fasse mes recherches. Mais chaque municipalité a son propre règlement. Donc, il faut bien faire ses recherches avant. D'accord. Donc, si on appelle à la ville qu'on habite, ils vont pouvoir nous dire c'est quoi la réglementation. Ils peuvent vous le dire. Sinon, sur notre site internet de la SPCA, on met à disposition pour les gens tous les règlements de leur municipalité, juste dans la catégorie service, dans réglementation. Ils vont pouvoir voir tous les règlements sur les animaux. On met pas les autres réglementations comme les voitures, la vie, tout ça. Non, c'est ça. On met juste les animaux dans notre catégorie. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, idéalement, on inscrit nos chiens, on inscrit nos chats pour savoir aussi... L'inscription des chats est pas encore obligatoire. Ah, d'accord. Ça va pas tarder. On l'espère fort. Oui, mais les gens vont... Je pense qu'il va y avoir un peu de, de râlement. C'est normal, mais il faut comprendre que nous, ça nous permet aussi d'avoir un certain contrôle sur la population des chats parce qu'on sait à quel point il y a beaucoup de chats dans la région. J'arrête pas de le dire. Donc c'est sûr qu'avec ce système de recensement comme ça, de licence sur les chats, ça nous permettrait au moins d'avoir une main et de dire faut pas avoir plus de chats dans la maison. Puis en plus, on peut apporter quelque chose de bien parce que quand les animaux sont stérilisés, c'est seulement un paiement. Donc si le chat est stérilisé, ça va être 25 $ pour une médaille qui sera pas obligé de mettre sur le chat. C'est vraiment juste pour nous être sûr que l'animal est enregistré, qu'on peut le recenser dans sa municipalité, puis de savoir que dans ce foyer, il y a 1 ou 2 ou 3 chats. D'accord. Et si l'animal n'est pas stérilisé, c'est 20 $ par an. C'est pour pousser les gens, si vous voulez, à prendre leurs responsabilités et à stériliser leurs animaux. Alors, tu as dit le mot responsabilité. Je pense, en tout cas, moi, j'ai toujours eu des chats, j'ai eu des chiens aussi, mais je suis plus une femme de chat. Responsabilité. Quels sont les défis ou qu'est-ce que les gens doivent comprendre des conséquences de faire ou de ne pas faire quelque chose? Tu me disais que là, la plus grande problématique, c'est au niveau du contrôle des chats. Ouais, on a beaucoup de problèmes de chats, j'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire, tout le monde, je pense, le sait. Qui n'a jamais vu de chat errant dans son quartier? Qui n'a jamais entendu parler de chats errants dans le Charlevoix? C'est monnaie courante. Et pourquoi il y a des chats errants? Parce que les gens envoyaient leurs chats dehors, pas stérilisés, ou bien faisaient des abandons de leurs chats dehors. Donc ça arrive que les gens mettent leurs chats dehors parce qu'ils en veulent plus, tout simplement. Puis quand on envoie son chat dehors pas stérilisé, ça apporte des petits. Et donc les petits, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on les apporte à la SPCA, soit on les vend, ou soit on les donne sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux se retrouvent saturés de portées de chats à donner ou à vendre, ce qui fait que les gens les prennent sur les réseaux sociaux au lieu de venir les adopter ici.
Ce qui fait que nous, on n'arrive pas à faire des adoptions. Les chats restent trop longtemps ici. Il n'y a pas le roulement qui se fait que les chats sont en quarantaine, arrivent en avance, fassent adopter, partent dans une maison et on peut accueillir un nouveau chat. On ne peut pas faire ça parce qu'on est bloqué dans cette espèce de roue qui est bloquée à cause du fait que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, ne stérilisent pas leurs animaux. Donc, les chats qu'on a vus, qu'on va voir, qui sont très mignons, je suis allée tantôt, ben ils restent longtemps parce que le coût, c'est sûr qu'il y a un coût quand tu viens chercher un chat à la SPCA, mais il y a une garantie de quelque chose aussi. Oui, ben en fait, c'est ça. Nous, nos chats, c'est 250 $, peu importe le chat, qu'il soit stérilisé ou non. C'est 250 $. Pourquoi? Parce que nos chats sont doublement vaccinés. C'est une centaine de pièces par vaccin. Donc déjà, on passe à 200 $. Ensuite, un examen vétérinaire, c'est une trentaine de pièces. Une micropuce, c'est 80 $. Une vermifuge, c'est environ 50 pièces. Fait qu'on comprend très vite que le 250 $, nous, on le pète. On ne fait pas d'argent quand on fait une adoption. On fait de l'argent grâce aux dons, grâce aux licences, grâce aux bouteilles, des choses comme ça. Donc, il faut savoir que les gens, il faut quand même avoir un certain montant quand on fait payer l'adoption. Il faut que les gens prennent conscience qu'un animal, c'est pas gratuit. C'est pas une peluche non plus. C'est pas une peluche. Moi, ça me crève le cœur de voir les gens, tu sais, avoir un comportement, je dirais, de non-bienveillance envers les animaux qui nous apportent tant, tu sais, qui vont être une présence. On a vu pendant la pandémie que pour bien des gens, ça a été une planche de salut, de sociabilisation d'avoir un chat ou un chien. Ça leur permettait même, ça leur a permis d'avoir un couvre-feu plus allongé que tous les chiens peuvent sortir. Pour sortir le chien. Donc, tu sais, ça fait partie d'un vivant, c'est un être vivant. On en est responsable. Puis, les gens se comportent pas toujours de manière correcte, dans le sens que tout se passe autour de la stérilisation. Oui. Ben, en fait, c'est compliqué de savoir à qui on fait adopter aussi, à qui les gens vont pouvoir... On peut pas avoir un contrôle sur la population. Si toi, tu as des chats, tu décides de les donner, tu as le droit de le faire. C'est ton droit. Par contre, de vendre un animal sur les réseaux sociaux, c'est devenu interdit, c'est devenu illégal. On ne peut plus vendre d'animaux sur les réseaux sociaux, c'est devenu illégal. Mais pourtant, les gens continuent à le faire, puis c'est très difficile à endiguer sur Facebook, sur Twitter, des choses comme ça. C'est plus compliqué à endiguer. Puis en plus, c'est moins cher. Les gens vont être plus tendance à vouloir aller adopter un chaton gratuit ou 10 pièces sur Internet, même s'il n'est pas vermifugé, pas vacciné, rien du tout. Puis de le garder, ça coûte moins cher. On est toujours dans une espèce de mentalité dans le secteur, dans la région, où l'animal n'a pas une place d'être vivant. Ça va plus être un petit meuble, quelque chose que ma voisine a, j'en veux un, ou quelqu'un qui est... Quand je suis allée, je l'envoie dehors, voilà. Une fois sa vie. C'est la solution facile. Mais m'énerve, euthanasie, abandon, au lieu de chercher des solutions, parce que les solutions coûtent cher. Surtout en ce moment, les vétérinaires, leur prix augmente. On ne va pas leur en vouloir. Le travail d'un vétérinaire, c'est énormément de travail. Ils dépensent beaucoup d'argent aussi pour leurs vaccins. C'est centaines de pièces un vaccin, mais n'allez pas croire que ça coûte 2 pièces puis qu'ils font un profit monstre dessus. Non, c'est ça. Non, ils payent beaucoup, ils payent cher quand même leurs vaccins là-dessus. Donc c'est juste que si vous voulez un animal, il faut comprendre que c'est comme un enfant. Si vous voulez avoir un enfant, il faut donner les bonnes conditions et les clés pour réussir, avoir un minimum d'argent, lui donner un toit, lui donner à manger, l'emmener chez le médecin. C'est pareil pour un animal. Donc il faut savoir que si on n'a pas d'argent pour avoir un animal et se dire que ça coûte 100 $ une vaccination, on ne prend pas d'animal. On prend une peluche, un poisson rouge à la limite. Mais même les poissons, ils ont besoin d'énormément de choses. Même les poissons sont mal pris comme animaux de compagnie. On les met dans des petits cubes gros comme ça, c'est pas fait du tout pour vivre là-dedans. Même les poissons rouges, ils ont besoin d'un filtreur, ils ont besoin d'un grand aquarium. J'extrapole, mais pour dire qu'il faut quand même faire attention, même aux poissons rouges, il faut faire attention. C'est pas des objets, c'est des animaux. Non, c'est ça, exactement. On parlait du défi, alors, tu sais, j'habite un lieu, puis là, je vois passer. Moi, j'ai 2 chats, ils sont à la maison, ils sortent pas. Ils vont sur la galerie, c'est leur univers, ils vont pas plus loin que ça. Mais j'ai des chats que je vois passer ou qui viennent faire un petit tour, puis là, j'aurais tendance à leur donner à manger. Je pense que c'est pas la meilleure solution, hein? Ce n'est pas la solution. Alors, c'est vraiment horrible, je vais vous dire ça, mais il faut pas les nourrir, en fait, les chats à l'extérieur. Puis avant de travailler ici, moi, je nourrissais les chats dehors. Et moi, j'étais dans la municipalité de la Malbaie, qui est interdit de nourrir les chats errants à la Malbaie, dans le Charlevoix-Est. Alors que dans l'Ouest, à Baie-Saint-Paul, c'est encore toléré, mais ça va bientôt être interdit. Les règlements vont changer. Pourquoi ça devient interdit? C'est pas parce qu'on n'aime pas les chats, parce qu'on veut qu'ils meurent de faim dehors, etc.
c'est pour limiter la casse. Parce qu'en nourrissant un chat, vous allez en attirer d'autres qui vont arriver sur votre terrain, ils vont se reproduire, puis vous allez vous retrouver avec une colonie. OK. Donc il faut endiguer le problème dès le début. Vous voyez un chat, vous appelez la SPCA. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué, parce que le problème, le mal est fait. Tous les gens ont nourri les chats, tout le monde a une colonie, il y a des colonies de chats errants absolument partout, et tout le monde nous appelle pour essayer de les aider. Comme j'ai expliqué précédemment, on est constamment plein. On n'arrive pas à faire plus d'adoptions, on n'arrive pas à accueillir plus d'animaux. Puis nous, on a un certain nombre à ne pas dépasser ici. On est réglementé par le MAPAC, il faut le savoir. Oui, ben oui. Donc on ne peut pas avoir plus de 49 animaux au refuge, sinon on ferme. Puis là, si on ferme, tout le monde va se retrouver avec leurs problèmes. Oui. Donc nous, on essaie d'y aller adresse par adresse. On a une liste d'attente, donc on va essayer de gérer les gens comme ça. Mais quand on voit un chat errant, le premier réflexe à ne pas avoir, c'est de le nourrir. Il ne faut pas nourrir le chat errant. Le meilleur truc que vous puissiez pas faire, c'est d'essayer de l'attraper, d'emmener chez le vétérinaire et de le stériliser. Mais bon, ça coûte entre 200 et 400 $ une stérilisation. Il faut vraiment avoir envie de le faire pour faire ça. Donc la chose à faire, c'est de ne pas le nourrir. Le chat va par lui-même finir par partir, sauf si votre voisin le nourrit. Donc là, c'est un autre problème. Donc on a beaucoup de gens qui nous appellent « Ma voisine nourrit les chats errants à Baie-Saint-Paul. Il y en a 20 sur son terrain. Faites de quoi ?» Je peux pas. Je ne peux pas arriver chez cette madame et mettre une cache-trappe, c'est interdit. Si elle ne me donne pas l'autorisation, j'ai pas le droit de trapper chez elle. À la limite, je peux mettre la cache-trappe chez le voisin et essayer d'en attraper. Mais là encore, comment je fais si j'ai pas de place au refuge? Je vais pas commencer à euthanasier tout le monde. Non, C'est pas le but de la SPCA. Non, c'est ça. Donc, une des problématiques qu'il y a dans notre région à nous, notre merveilleuse et belle région, c'est qu'il manque de vétérinaires. On n'a pas assez de vétérinaires. On a nos 2 vétérinaires, Pointe-au-Pic et Baie-Saint-Paul, qui ont du mal à fournir, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans le territoire. Il y a à peu près de 29 000 personnes. Donc c'est sûr que c'est compliqué pour ces 2 vétérinaires-là, surtout qu'il y en a un des 2 qui fait des urgences. Donc c'est inespéré quand même de pouvoir appeler un vétérinaire en urgence, c'est quand même une chance. Mais c'est ça, il pourra pas, il nous aide. C'est ceux de vétérinaires-là à Pointe-au-Pic qui nous aident. C'est pour ça qu'on réussit à continuer à faire notre mission. Mais si on n'avait pas notre vétérinaire de Pointe-au-Pic, on serait déjà fermé. Parce qu'on ne pourrait pas offrir tous les soins à nos animaux ici. Donc c'est un très gros problème. Dis-moi, pour ce qui est des chiens, des pitous, c'est quoi le portrait dans Charlevoix? Alors les pitous, il faut savoir que pour les chiens, il faut que la licence c'est obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore, malgré le fait que c'est obligatoire depuis 2019. Donc c'est partout pareil dans la province, partout au Québec. Les propriétaires de chiens doivent avoir une licence. C'est obligé, c'est obligatoire. Normalement, c'est aux municipalités de le faire, sauf qu'ils nous ont légué ce droit-là de le faire, cette responsabilité-là d'enregistrer les chiens. Donc nous, on a notre logiciel où on enregistre les chiens, on est capable de dire combien il y a de chiens à la Malbaie, combien il y a de chiens à Baie-Saint-Paul, à Saint-Urbain, etc. Puis ça permet aussi d'être légal, parce qu'il faut être légal. Si quelqu'un est surpris avec son chien pas de licence, c'est une amende qui se situe entre 200 et 500 pièces. Contre 25 $ la licence. C'est quand même moins cher de payer la licence. Puis il faut savoir que les frais reviennent à nous. Donc les municipalités nous ont laissé les frais à nous. Donc on a sélectionné 25 $, c'est 40 $ à Québec, la licence. Nous on a mis 25 $ une première licence et 20 $ après par année. Parce que c'est renouvelable, c'est obligatoire. C'est redoublable chaque année. Et ces frais-là reviennent à la SPCA et nous permettent de payer nos employés, les soins pour nous protéger. Oui, on entend un là, qui on fait entend un qui est dans sa litière. Dans sa litière. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est une de nos principales sources de financement, c'est aussi les licences. Et quand vous payez votre licence, non seulement vous êtes en règle avec la loi, la province, etc., mais en plus, vous aidez la SPCA. C'est comme un petit don, en fait. Mais il y a moyen aussi de donner, parce que moi, ça fait partie des causes que je supporte. Bien sûr, dans mon budget, j'en donne dans différents, mais je donne à la SPCA parce que ça me tient à cœur de savoir que... Ça nous aide beaucoup. Que surtout au niveau de l'éducation à faire, là, puis comme on disait, tu sais, apprendre à être responsable, de poser les bonnes actions, donc de ne pas gêner pour vous appeler. Pour avoir non, du tout, on est vraiment là. On est vraiment là pour aider les gens. Si jamais ils ont des questions, nous on est là, on répond toute la journée. On est là de 8h à 16h. Sauf le dimanche, on ferme à midi. Même le midi, on est ouvert. Donc, pour permettre à toute personne de pouvoir venir ici si jamais il y a quoi que ce soit. Et quand il y a des urgences, je sais qu'avant, on avait à disposition un numéro d'urgence qu'on ne donne plus parce que les gens nous appelaient pour n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Donc maintenant, notre numéro d'urgence est donné à la police. Donc si vous avez une urgence, il faut appeler la police. Puis si ça concerne un animal, ils vont nous appeler en urgence. Donc là, ça va être des vraies urgences. Parce que dans 10% des 11 cas qui nous appelaient, c'était pour rien. Bon, c'est pour des questions autres. Je sais que, oui, c'est ça.
Je sais que vous faites une campagne où vous ramassez les bouteilles vides, les canettes, vous faites ça à quelques reprises durant l'année. Oui, on fait ça plusieurs jours par an. Je crois que c'est 4 jours par an. J'ai un peu la tête à l'envers, mais j'ai pas les dates non plus. Mais on va à Baie-Saint-Paul et on va aussi à la Malbaie pour récolter les canettes. Donc on prend le nom des gens, l'adresse. On leur demande où seront situés les sacs pour les dons. Puis on va les chercher à ce moment-là. Puis on fait des grosses journées de collecte. On fait des vidéos pour expliquer combien d'argent on a fait grâce à eux. D'accord. Puis à longueur de journée, on a des petits bacs à l'avant où les gens peuvent déposer leurs propres canettes à longueur de journée. Ils peuvent y aller à n'importe quelle heure. Et nous, on les trie dans la journée. Ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui nous apportent des canettes. C'est super. C'est une de nos principales sources de financement aussi. Ça dépasse même les dons. Tellement ça nous rapporte. Oui, OK. Hein, mais moi, justement, j'en ai de préparer. Donc, j'appellerai pour savoir la journée de collecte que vous ferez bientôt. J'imagine au printemps. Mois de mai, normalement. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que tu voudrais nous partager, Marie? Des enjeux, faites attention à vos animaux, surtout. N'hésitez pas à les emmener chez le vétérinaire, même si ça peut coûter cher, ça peut quand même savoir comment le niveau de santé des animaux. Beaucoup de personnes ne le font pas, ils vont attendre qu'il y ait un problème pour emmener leur animal chez le vétérinaire. C'est bien de temps en temps de faire un petit check-up, un peu comme nous, de temps en temps de savoir si tout va bien. Chez le vétérinaire aussi, c'est important. Bien sûr, la stérilisation par pitié, quand vous avez des chats, faites-les stériliser, surtout si vous avez un mâle et une femelle, parce que vous allez vous retrouver avec des petits tout de suite. Oui. On a beaucoup trop de cas de personnes qui ont des portées, qui nous en apportent régulièrement par an. On a une personne qui nous apporte toutes ses portées, tout le temps. Donc ça, c'est une personne qui participe au fait qu'on est constamment plein, parce qu'il nous apporte tout le temps les bébés de ses chats, qui pourraient faire stériliser. Nous, notre but, c'est pas d'avoir des chats pour les vendre. Non. Notre but, c'est d'aider les animaux. Oui, puis c'est pas parce que les gens ils sont contents de nous apporter des chats. Hey, je vais vous faire un don, je vous apporte des bébés chats. C'est pas un don. Non, c'est une problématique que tu nous apportes. C'est ça. Puis c'est pas de se responsabiliser. Non, c'est ça. Mais en fait, on existe parce que les gens ne sont pas responsables. Pourquoi la SPCA existe? Parce que les gens ne sont pas assez responsables de leurs animaux. Moi, j'aimerais bien vous dire, j'ai pas envie de travailler ici, je vais laisser la SPCA et que tout le monde prenne leurs responsabilités. Les animaux, il n'y a pas de problème, pas d'abandon, pas d'euthanasie, tout le monde va bien, tout le monde est stérilisé. Ça serait le rêve. C'est triste à dire, la SPCA serait fermée, mais ça serait le rêve. Mais malheureusement, on sera tout le temps ouvert, parce qu'il y aura tout le temps des gens qui ne prendront pas assez leurs responsabilités. Et ce qui serait bien, c'est que ça serait de réduire un petit peu le nombre de personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, de leur faire comprendre qu'il faut quand même agir un petit peu plus pour nous aider. Comme j'arrête pas de le dire, ne nous donnez pas de dons, gardez-les, faites stériliser vos animaux. C'est comme ça que vous allez nous aider. Je pense aussi qu'il faut que les gens se questionnent, parce que bon, des fois, les enfants vont insister, je veux un chat, je veux un chien, tout ça, tu sais. Puis je pense qu'il faut absolument... la première responsabilité, c'est de regarder si au niveau de notre budget, on est capable d'avoir un animal et de s'en occuper le moindrement. Parce que, tu sais, un chat, ça demande de la litière. Il faut acheter de la litière régulièrement. Il faut l'entretenir. La nourriture. La nourriture. Au moins une visite par année chez le vétérinaire s'ils sont pas susceptibles d'être malades ou si on fait attention qu'est-ce qu'on leur donne aussi comme bouffe, là, pas de manger de table, mais des choses correctes. Toutes les personnes qui viennent ici pour adopter, que ce soit un poisson, ou un oiseau, oui, c'est ça. ou Linda là-bas, ou un chat, ou un chien, nous on explique tout de A à Z. Donc on passe 1 heure avec les gens avant l'adoption, parce qu'il faut savoir que les gens prennent rendez-vous, font les rencontres, on fait rencontrer tout le monde. Donc on fait pas juste un chat, puis vous partez avec, non. On fait rencontrer tout le monde, on explique la situation de tout le monde, l'histoire de tout le monde, qu'est-ce qu'il a reçu, médication, comment il s'appelle, c'est quoi son comportement, etc. On fait signer un petit papier de demande d'adoption aux gens. Les gens, ils rentrent chez eux, ils y réfléchissent comme du monde. Ah, finalement, j'aimais mieux l'autre. Ah, finalement, lui, il était pas mal, etc. Finalement, on veut pas de chat, c'est déjà arrivé. C'est ça. On rappelle les gens 2-3 jours après. Est-ce que vous êtes toujours sûr de votre choix? Oui, non. Puis à ce moment-là, on procède à l'adoption. À l'adoption le jour J, là, à ce moment-là, on leur dit qu'est-ce qu'il faut donner à manger au chat. Donc, nous, on dit tout le temps animalerie ou vétérinaire. N'achetez pas en épicerie. Non. N'achetez pas en épicerie. Il y a beaucoup trop de sodium dans les croquettes d'épicerie. Ça crée beaucoup de problèmes urinaires. Donc, tout ce qui est Whiskas, etc., c'est pas bon. Il faut vraiment pas acheter ça. Il faut acheter n'importe quelle marque qui est en animalerie. Vous pouvez demander aux vendeurs en animalerie. Ils vont pouvoir vous conseiller si votre chat va dehors, si votre chat est stérilisé. C'est ça. Il y a beaucoup de nourritures qui sont faites spécialement pour certains types d'animaux, même certaines races d'animaux. Puis même les gâteries. Donc il y a des gâteries comme les Temptation, je cite des marques, là, mais c'est pas bon. Il faut acheter des bonnes gâteries qui sont... On regarde le dos du Temptation, là, vous allez voir ingrédients, là, ça va être un pavé, ça va être l'équivalent de la Bible. Là. C'est énorme à quel point il y a des choses là-dedans.
Alors, probablement qu'en épicerie, j'achèterais même pas ce produit-là Voilà, pour moi-même. il y a trop de tellement trucs il y a dedans. trop de choses, parce que Donc, c'est comme ça que je fonctionne. et en plus, moi. ça parle le chinois, parce que Quand je j'arrive même commence pas à à comprendre ce qu'il y a regarder, là, je me dedans. dis, mon Dieu, il y a tellement d'ingrédients que ça me prend quasiment 10 minutes lire, là, je remets la canne là. C'est ça. Mais puis il y a des bonnes petites choses qu'on peut donner à nos animaux de compagnie qui sont plus naturelles, Oui. faites à base de légumes, de fibres, tout ça. Ben, nous, on a des bonnes petites gâteries qui se donnent à l'animalerie partout, aux 2 animaleries, à Baie-Saint-Paul et à la Ok. Malbaie. C'est des petits sachets avec dedans, il y a des petits morceaux de viande ou des poissons. Vous regardez dans le dos, marqué ingrédients, ça va être marqué foie de bœuf. Oui, c'est ça. Ou ça va être marqué petit poisson. C'est Ou ça. alors ça va être marqué petit machin. Mais il va pas y avoir du sodium, de l'itwit, de je sais pas quoi, avec mélangé du... Oh là là, il y a tellement de choses que je suis même pas capable de vous dire. Mais nous, on donne des bonnes gâteries. Bien sûr, nous, on nous donne des dons. Donc des fois, on nous donne des dons Whiskas, des Temptations, etc. Oui, on les donne, on les passe. Au travers de ce qu'on a aussi. Parce que ça nous permet aussi de ne pas pouvoir dépenser. Mais surtout qu'on les mélange. On ne fait pas juste donner forcément du Whiskas ou des choses comme ça. On accepte tous les dons de nourriture parce que c'est toujours les bienvenus. Nous, on a tellement tout le temps plein de chats que des commandes de bouffe, on en fait pas mal. OK. Donc on va jamais cracher dans la soupe. Mais nous, on va toujours conseiller aux gens d'acheter le meilleur pour leur chat pour leur éviter d'avoir des problèmes au niveau des maladies. Oui, tout à fait. Donc, il faut regarder cet aspect-là avant d'adopter un animal. Donc, vous accompagnez les gens pour ça. Il y a des merveilleux chats, on va vous les montrer. Peut-être, j'espère à la maison qu'il y en a qui vont avoir une petite fibre et qui vont se dire, tiens, je comprends ma responsabilité, puis je vais venir à la SPCA pour un chat. Vous êtes assuré au moins qu'il y a toutes sortes d'étapes qui ont été faites, puis que l'animal est en bonne condition là, quand même. Là, oui. Certains sont stérilisés parce qu'on arrive à faire quelques stérilisations de temps en temps quand le vétérinaire peut nous le faire. Il nous dit c'est bon, on peut le faire. Alors là, on court, on prend le chat, on court chez le vétérinaire. Mais des fois, il nous dit non, on ne peut pas. Donc on a certains chats stérilisés, d'autres non. Ils sont tous disponibles sur notre site internet avec leur petite fiche de présentation, leur nom, leur âge, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qu'on donne. Parce que nous, on donne un début, on donne un kit d'adoption. Croquettes, des petits bons de réduction, une petite pâtée. Puis on offre aussi 6 semaines de gratuité d'assurance. Donc si jamais il arrive quoi que ce soit avec l'animal, ils ont les 6 prochaines semaines suivant l'adoption, ils sont remboursés sur leur facture s'ils vont chez le vétérinaire. D'accord. Donc ça, c'est une gratuité qu'on leur offre, que les gens peuvent poursuivre s'ils veulent continuer, comme une assurance pour nous, hein, c'est pareil. Donc les gens ils peuvent poursuivre s'ils veulent ou simplement pas le faire s'ils ne sont pas intéressés. Écoute, Marie, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est plaisir. J'espère qu'on va avoir sensibilisé davantage les gens à la maison. Je le souhaite. Donc, c'était Marie Dandurand, la directrice de la SPCA, qui est située à Saint-Hilarion. Vous pouvez facilement trouver les coordonnées. Vous avez des questions. Première chose que vous devez retenir, vous responsabiliser. Merci. Moi, j'aime ça quand les astres s'alignent et que le projet de l'une devient le projet de l'autre. Bonjour, mesdames. Nous recevons Annie Vaillancourt, agente culturelle à la MRC de Charlevoix, et Gabrielle Coulombe, une recueilleuse de récits, une femme aux multiples talents, qui sème à tout vent. C'est une belle description, ça. C'est une belle description. Ça va, là. Mais vous allez voir, on va revenir sur la terre, sur le terreau. Parce qu'on va parler de patrimoine culinaire. Ça a vraiment émoustillé ma curiosité. Annie, parle-moi un peu de ce projet-là qui vient d'être lancé. Oui. En fait, c'est un projet, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est une idée qui a germé de part et d'autre. Donc, Gabrielle avait le souhait de travailler là-dessus, sur le thème du patrimoine culinaire. Et nous, à la MRC aussi, parce qu'on était dans l'immatériel. Et puis, je ne sais trop, bref... Est-ce que quelqu'un t'en a parlé? Je ne sais pas. Mais Gabrielle a contacté la MRC pour dire « J'aimerais proposer ce projet ». Et on a dit « Tiens donc, quelle merveilleuse idée! Mais on a la même! » j'étais sur la même chose! Donc, on s'est donc associés, on a collaboré ensemble. Et puis quand je dis ensemble, c'est aussi la MRC de Charlevoix-Est. Donc, les deux MRC développent le projet de manière conjointe et font la connaissance de Gabrielle. Et puis, on s'associe pour... le développer ensemble. Donc, on parle de vidéo, on parle, écoute, garde-manger. Déjà, on imagine plein de choses. Donc, vous avez trouvé comme 4 volets et il y a 2 belles vidéos qui viennent de sortir. Alors, qu'est-ce qui t'a stimulé à vouloir proposer ce projet-là, Gabrielle?
Bien, c'est sûr que comme charlevoisienne d'adoption, j'étais curieuse de connaître un peu les traditions. Moi, j'aime beaucoup le patrimoine, tout ça. Fait que c'est sûr que la cuisine, ça fait partie du patrimoine local, ça fait partie des traditions. Donc, j'avais envie d'en apprendre un peu plus personnellement, mais comme recueilleuse aussi. Puis à travers mes différents voyages aussi, la cuisine, ça fait partie de ma démarche en ce sens où, dans une cuisine, on le sait, hein, on est vraiment détendu, c'est propice à la confidence. Fait que quand je recueille des récits, la cuisine fait partie des endroits où souvent les gens vont se confier. Et Le lieu. ouais, Le puis- lieu par excellence pour aller chercher des confidences, comme tu dis. là. Tout à fait, s'ouvrir. Puis aussi, les aliments ont un pouvoir de faire la réminiscence qu'on appelle, là, c'est de réveiller des souvenirs. Fait que souvent, hein, on est comme sentimental, tu sais, la tarte justement que ma grand-mère faisait, puis quand on la sent, on se rappelle notre enfance, tout ça. Fait que pour moi, la cuisine, c'est un sujet qui est intéressant pour justement aller trouver des paroles puis joindre ça à l'histoire. Donc, j'avais comme cette ambition-là. Puis après, ben voilà, là, des étoiles se sont alignées, puis j'avais envie de creuser ça. Puis dans le fond, les thèmes qui ont été ciblés, les gardes-manger, c'est aussi via une démarche plus large au niveau des 2 MRC, qui est Faire Charlevoix, je sais pas si tu veux l'expliquer, mais qui m'a servi de guide. Tu sais, c'est pas moi qui ai décidé, ben ça représente le patrimoine alimentaire de Charlevoix. Non, c'est des gens de la région qui ont été consultés à ce sujet-là, puis qui nous ont dit, ben tu sais, oui, nous, ce qui nous représente, c'est la gourgane, c'est le pâté croche, c'est... Bon, fait que c'est eux qui... Et ça nous a servi de guide, là, finalement. C'est ça. C'est une cueillette de données qu'on a réalisée en 2019, une dans chaque territoire. Donc, on a invité les citoyens, les Charlevoisiens, à nous dire qu'est-ce qui, selon eux, nous distinguait en matière de patrimoine immatériel. Et là, on n'était pas que dans le culinaire, mais on était dans différents patrimoines. Et entre autres, on a débuté notre projet avec le patrimoine forestier, puis on l'a poursuivi, donc étape 2, avec le patrimoine culinaire. Et ce que Gabrielle dit, c'est tout à fait ça. C'est les gens nous ont dit, le pâté croche, ça c'est nous, ou le pâté à l'éperlant, ça c'est nous. Ouais. Alors, on est parti de ça. Fait que, tu sais, on n'a pas décidé. C'est assurément un projet, tu sais, qui va faire écho aux citoyens de Charlevoix. Ouais. C'est ça qu'on Moi, il y a une chose qui me fascine, c'est la gourgane. Oh! Donc, j'ai fait un petit jeu de mots parce qu'on a 2 vidéos qui viennent de sortir. J'aimerais que tu m'expliques comment les gens ont été choisis, là, suite, j'imagine, à ceux qui se sont mobilisés pour identifier les choses qui représentaient Charlevoix. Puis là, il a fallu que tu les contactes, tu es allé faire une prise de vidéo et tout ça, alors... Oui. Bien, c'est sûr qu'on fait du documentaire. Des fois, quand on voit une capsule de 15-20 minutes, on ne voit pas tout le travail qu'il y a en arrière de tout ça. Parce que c'est sûr qu'il y a un grand travail de recherche, d'aller cibler, oui, les thèmes, les porteurs de tradition, faire des pré-entrevues, regarder aussi, bien, quand on parle, par exemple, de la gourgane, bien oui, la gourgane, on peut parler de la soupe, au lard aux gourganes, on peut parler de sa culture, mais on peut parler aussi de la culture maraîchère, qui est vraiment traditionnelle dans la région, les familles aussi, c'est une tradition qui est transmise de génération en génération. Et cette culture maraîchère-là qui est en émergence présentement, il y a de plus en plus de petits maraîchers qui viennent s'implanter dans Charlevoix. Donc, tu sais, à travers un aliment, ou une recette. C'est ça, on peut élargir le champ d'horizon. Le champ. Oui, le champ d'horizon. Donc, tu sais, il y a tout ce travail de recherche-là qui est fait, puis c'est sûr que c'est en collaboration avec les 2 MRC qui, eux, ils ont une connaissance du terrain aussi depuis des années. Fait que là, ils m'ont lancé des noms, tu sais, telle personne, tout ça. Puis après, moi, je vais aller rencontrer les personnes. Fait que certaines personnes deviennent des informateurs, des informatrices, où là, ça vient nourrir finalement le contenu, où moi, tu sais, je l'ai en tête pour voir, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dans puis les questions qu'on va poser à notre porteur. Puis après, certains deviennent des porteurs, porteuses, où là, sont à l'écran. Puis on rattache aussi leur histoire personnelle à ça, parce que c'est ça, on parle, oui, de la gourgane, mais on parle surtout de la passion de gens, tu sais, à travers leur tradition, leur savoir-faire. Puis on veut pas les perdre, ces traditions-là. Fait que c'est pour ça que le choix des ils se sont personnes... rendus jusqu'à aujourd'hui, on peut-tu les garder encore? Puis le choix des personnes est très important parce que c'est des personnes qui savent, mais aussi qui transmettent. Oui. Fait que c'est hyper important. Donc, dans mon petit jeu de mots de tantôt, on a parlé de la fascine. On sait que la pêche à la fascine,
Bien, peux-tu nous dire un peu de quoi ça regarde? Bien, c'est sûr que on le sait, là, il y a vraiment des enjeux présentement au niveau de la pêche à la fascine en termes de conservation, de reconnaissance aussi. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de travail fait à cet effet-là. Donc, c'est sûr que oui, dans la capsule, on va parler des savoir-faire propres à comment on entretient une fascine, comment on fait la pêche avec la fascine. Mais aussi, il y a un grand volet où ben, les gens, quand on parle du garde-manger du fleuve, parce que Charlevoix, on avait plusieurs garde-manger. À la base, les gens se nourrissaient beaucoup par le fleuve Saint-Laurent avec la pêche, mais tu sais, on parle de la pêche à la fascine, mais il y avait la pêche au bar, rayée, il y avait les cages pour les sardines, il y a même des gens qui faisaient la pêche dans la rivière Malbaie, puis du gouffre, les grosses moules perlées. Tu sais, il y a plein... Donc, il y a eu le garde-manger de la pêche. Fait qu'on explore ça avec Julie Gauthier, qui est notre porteuse de tradition, où justement, ben c'est quoi que les gens consommaient, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui continue comme pêche, quels poissons qui sont plus populaires dans la région, qu'est-ce que les gens demandent. Cette espèce d'effervescence, on va la connaître bientôt, hein, ça va commencer à sonner chez Julie puis chez M. Mayou, c'est à l'île aux Coudres. Ben, tu sais, oui, en avril. Oui, en avril, on le sent, les gens ont hâte, puis ils ont hâte de manger leur petit caplan, tout ça. Fait que on parle de cette effervescence-là dans la capsule. Puis, ben, bien sûr, Julie, ben, on fait un pâté aux éperlans, parce que c'est un grand classique dans la région. D'ailleurs, on le voit gigoter. Ben, ça, c'est les caplans. Ça, c'est les caplans, d'accord. Tu vois comment la connaissance est limitée dans le poisson. Mais ça se ressemble, oui. Ça se ressemble. Fait que c'est un peu tout ça qu'on regarde avec, qu'on parle avec Julie, puis, tu sais, son amour profond pour son territoire, tu sais, puis cette tradition-là qu'elle, ben c'est comme la dernière génération, puis après ça, ben il faut que ça se passe à une autre génération. Tu sais, il y a vraiment ce vouloir-là de préserver un savoir qui est grand puis qui est bien émouvant puis qui se retrouve dans la capsule. Fait que c'est tout ça qu'on va découvrir Gabrielle, connaissant ta sensibilité, parce que j'ai eu la chance de te côtoyer au bâtisseur, je sais que ça doit être spécialement attendrissant, puis émouvant, puis tu sais, vrai aussi. Ouais. Mais là, c'est pas juste les 2 vidéos, il va y en avoir d'autres. Hein? Les porteurs, là, tout le monde va tomber en amour avec eux. Oui, OK. Elle a rendu le tout, comme tu le dis, attendrissant et tout ça, mais en soi, les 2 personnes, je veux dire, c'est incroyable, là. Ouais. Vraiment des personnes. Ils vont nous être révélés, ces gens-là, finalement. Peut-être qu'on les croise. C'est ça, souvent, on croise des gens. On ne sait pas tout le trésor qu'ils ont en eux, hein, qu'ils peuvent nous partager. Mais là, vous avez vos 2 premières vidéos de lancer, mais il va en avoir 2 autres. Oui, c'est ça. Il va y en avoir 2 autres. Donc, il y en a une qui va porter sur le garde-manger quotidien. Donc, Gabrielle a tourné une vidéo, réalisé une vidéo qui va porter précisément sur le pain d'habitant. Et on en a une autre qui est dans l'univers du garde-manger viandeux. Fait que là, on va avoir notre garde-manger de la mer, notre garde-manger des champs, notre garde-manger du quotidien et celui qui concerne la viande. Écoute, le quotidien, ça me fait rire. C'est le foulanger. Oui. Et non pas le boulanger. J'adore ça. Oui, c'est le petit nom qu'il s'est donné lui-même, je crois. Hervé Gobeil à la Malbaie, qui est un fier porteur de la tradition, justement, de la boulange, tu sais, mais vraiment d'un art traditionnel, tu sais, fait à la main, tout ça, avec les fours. On en voit dans la région, des fois, on se promène dans les rues, puis on voit les fours à bois, tu sais, en terre, là. Puis, ben lui, qui est aussi un constructeur de fours, fait que c'est un peu, comme je vous dis, on part d'un aliment, mais après, on va parler des fours, on va parler, tu sais, justement, du quotidien, comment les gens faisaient les fournées de pain, les femmes en majorité, et beaucoup d'hommes aussi, mais c'est un peu ça qu'on va explorer, là, dans cette capsule-là avec RP. Le viandeux, ben on va s'en aller faire une petite virée à l'île aux Coudres. Exactement. Avec cette fois-ci, donc, deux dames, Noéline Harvey et Fernande Desgagnés, qui vont nous parler, tu me corrigeras, Gabrielle, de la petite panse et du pâté croche. Oui, et on va parler du lard salé. Ben oui. Parce que ça fait partie de l'alimentation de Charlevoix. Tu sais, quand on lit des recettes ou des encyclopédies de recettes d'antan de Charlevoix, je pense qu'ils mettaient du lard. Toujours un petit peu de lard. Pour donner du goût. Oui, donner du goût. Oui, puis soutenir aussi. Oui, tu sais, avec le sel aussi, quand il y a des gros étés au champ, tout ça, le sel nous aide à être moins, étonnamment, un peu moins déshydratés. En tout cas, il y a toute une science en arrière de ça. Les gens dans les chantiers aussi, les gars de chantier. Moi, j'ai des gens que j'ai interviewés qui disaient, ben nous autres, les gars dans le bois, on partait d'un chantier avec un bloc de lard salé dans nos poches, un petit couteau, on mangeait ça. Fait qu'il y a quelque chose de... Fait que le lard fait partie du garde-manger viandeux de la région. Il est important. Ah, miam. J'ai hâte de voir toutes ces belles vidéos-là. Merci, Gabrielle. Merci, Annie, d'être venue. Hein, le patrimoine culinaire, je pense que c'est quelque chose qui va nous toucher. Merci.
Maintenant, nous en allons rencontrer le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Nous allons parler de développement durable, d'Agenda 21 et d'une grande consultation publique où il veut que vous, les citoyens, vous vous impliquiez. Alors, nous sommes chanceux. Nous sommes dans le bureau du maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Michael, est-ce que c'est encore important un Agenda 21? On sait que Baie-Saint-Paul va presque fêter ses 20 ans de son Agenda 21. Elle a été une des premières municipalités à vouloir s'impliquer. Mais c'est-tu encore important, ça, un Agenda 21? Mais je pense que toute la question du développement durable est très importante. Souvent, les gens vont penser à tort que c'est juste des gestes écologiques, mais c'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on regarde le plan de développement durable, bien, on parle de gestes pour protéger l'action climatique, mais en même temps, c'est toute la question c'est plutôt agir de façon responsable, que ce soit en économie, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de la qualité de vie. Ça englobe différentes actions de la ville. On parle, là, les gens sont bien fiers de leur aréna qui viennent d'être rénovés là, en grande pompe, mais ça aussi, ça faisait partie de la planification du développement durable, la question de la piscine, la question aussi de se déplacer sur le territoire. Donc, toute la question, quand on parle d'Agenda 21, qu'on parle de développement durable, c'est beaucoup plus de dire qu'il faut recycler et il faut utiliser le bac brun là, pour faire le compost. Oui, c'est ça. On voit que la Ville a déjà préparé ce renouvellement, puisqu'on aboutit à 20 ans bientôt, là, et vous vous préparez à faire une grande consultation publique. On voit que vous avez déjà tiré des diagnostics concernant 4 enjeux qui sont l'action climatique. On voit que c'est pas juste, comme tu dis, de recycler ces trucs à la maison. Protection et mise en valeur de l'environnement, bien entendu. Évolution démographique et économie durable. Qualité de vie, équité et inclusion. Donc, c'est les 4 grands enjeux. Et vous souhaitez faire une grande consultation publique pour que les gens s'approprient leur Agenda 21. Bien, ce qu'on veut, c'est en même temps avoir des résultats qui soient intéressants. Si le souhait du conseil municipal était de dire il faut que ça soit sexy, qu'on fasse une belle planification, puis par la suite qu'on tablette ça là, sur une tablette d'un bureau, bien, ça pourrait déjà se terminer au moment où on se parle. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens puissent s'imprégner, puissent participer, puis qu'on puisse en avoir des résultats qui soient collectifs par la suite. Donc, on a travaillé fort avec le comité là, sur le développement durable de la ville, là, qui travaille beaucoup là, en collaboration avec Mme Tremblay là, ici là, à l'Hôtel de Ville. Et nous, on veut matérialiser le tout et que les actions soient intéressantes. Déjà, qu'est-ce qui avait été monté dans le passé? On est déjà rendu à des résultats qui sont quand même intéressants. Il y a plusieurs actions qui ont été réalisées. Je pense à Mobilité collective Charlevoix. Au niveau du développement durable, on avait prévu un service de mobilité. On parle de la réfection de l'aréna. Il y a plusieurs choses aussi de la participation citoyenne. Au niveau de la qualité de vie, il y a quand même plusieurs fêtes et événements qui sont organisés par la Ville. Je pense à la Fête nationale, je pense à la Fête du Canada, le Rendez-vous de la santé. Donc, il y a quand même une belle qualité de vie. Il y a plusieurs actions qui avaient été prévues et on continue d'aller à ce niveau-là là, pour dénicher encore des actions pour améliorer la qualité de vie tout en assurant le respect là, du climat et la protection de notre territoire. Dites-moi, M. le maire, pour donner un exemple là, précis, justement, vous venez de parler de l'aréna qui a été rénovée, restaurée, ou en tout cas revampée. C'est quoi l'impact d'avoir un Agenda 21 quand vous avez pris des décisions au niveau de l'aréna, par exemple, pour que les gens comprennent que vous utilisez ces outils-là dans votre gestion régulière? Là? Ça vient un petit peu guider les différentes orientations qui sont prises par la Ville. Ce qu'on veut, c'est que les actions de développement durable, nos politiques, on a quand même différentes politiques au sein de l'organisation et on veut que ça vienne aiguiller un petit peu là, notre prise de décision et c'est du transversal qui vient influencer l'ensemble des décisions qui sont prises par les différentes directions. Si on a des décisions à prendre au niveau du service des loisirs, on vient s'aiguiller de ces politiques. Si on a à prendre des décisions au niveau des travaux publics, on pense à l'électrification de la flotte de véhicules là, de notre service des travaux publics. On a déjà débuté avec une planification. La ville de Baie-Saint-Paul a environ 60 véhicules dans sa flotte, qui est quand même pas banal. Et là, on a eu un premier véhicule là, qui est hybride là, au niveau du service incendie de la sécurité publique. Et c'est encore là, dans les politiques, c'était dans les objectifs. On a fait le diagnostic, on a fait le plan là, pour faire en sorte là, d'avoir une électrification de notre flotte de véhicules. Évidemment, ça ne se fera pas là, du jour au lendemain, mais au moins, le renouvellement, c'est ça, on a quelque chose de planifié au fil du temps. Et c'est dans les... c'est justement, c'est ça. Ça fait partie de la politique. Et lorsqu'on arrive, ben, on s'y aide et on vient s'y aiguiller. Donc, ça a quand même des résultats puis des impacts dans les différents services de l'organisation. Donc, vous souhaitez que la population s'implique dans le processus.
Il va donc y avoir, j'imagine, des rencontres de prévues. À quelle date? Comment ça va fonctionner? 3 rencontres qui seront prévues là, le 17 et le 18 avril prochain. On en a qui se déroulent en journée, il y en a qui se déroulent en soirée là, pour être en mesure d'accommoder les gens qui travaillent de jour, les gens qui travaillent de soir, les gens à la retraite. Il y aura également une rencontre par la suite sur invitation pour des partenaires et où on terminera le tout là, par des actions au niveau des jeunes de l'école Cyril-Forget, de partenariat qui s'effectuera puisque le développement durable, ça touche tous les groupes d'âge et pas seulement pour certains groupes populationnels. Souvent, les jeunes nous rappellent nos engagements ou ce vers quoi ils souhaitent aussi, parce que c'est eux qui vont vivre avec les décisions qu'on prend aujourd'hui. C'est ça qui est important aussi. Oui, et je pense que toute l'action de la protection environnementale, là, c'est un concept qui est de plus en plus présent et on le voit dans les générations montantes. Là, la jeune génération est beaucoup plus préoccupée des fois qu'on pouvait dire certaines générations là, dans le passé. Donc, je pense que c'est des valeurs là, qui sont de plus en plus là, intégrées là, dans la mission scolaire et les valeurs à la maison. Et je suis convaincu que les jeunes vont être capables de mettre la main à la pâte pour avoir des résultats fort intéressants. C'est ça, dans les documents que j'ai reçus pour me préparer, je voyais ça, effectivement, ça va être super intéressant, là, une brigade verte, puis les jeunes vont pouvoir s'impliquer, puis proposer leur propre vision aussi, ou leur souhait, en tout cas ce qu'ils souhaitent que les citoyens et vous, comme représentants des citoyens, preniez en considération. On veut impliquer en fait la population. Ce qu'on veut, c'est pas que la ville soit là, l'auteur de toute la politique de développement durable. On veut vraiment, il y a un comité de suivi de développement durable qui nous aiguille à l'année en fonction de différentes rencontres, mais on veut que les citoyens de Baie-Saint-Paul aient leur mot à dire, qu'ils soient en mesure de valider nos propositions, qu'ils soient en mesure aussi de les bonifier et de faire en sorte qu'on en arrive finalement à ce que monsieur, madame, tout le monde puisse s'approprier la politique et converge avec nous là, pour avoir des résultats intéressants et qui seront porteurs. Si je me sens interpellée, qu'est-ce que je fais? J'imagine que je vais être sur le site de la ville. Oui, il y a 2 manières. Soit qu'on peut réserver une place en allant sur le site de la ville, ou ceux et celles là, qui n'ont pas accès à Internet, ou encore que ça pourrait être un petit peu plus compliqué d'y accéder, ils peuvent appeler à l'hôtel de ville, au 418-435-2205, et à la réception, on va être en mesure aussi de leur réserver une place pour faire partie d'un groupe de consultation. 3 groupes, donc 3 possibilités de participer aux consultations. Puis si j'ai le goût de me sentir là, compétente là, pour aller m'asseoir à cette table-là et apporter des suggestions, il y a de la documentation qu'on peut consulter sur votre site également. Tout est sur le site Internet de la Ville, donc c'est possible de lire la documentation, d'en prendre connaissance et d'arriver là, bien préparé. Et c'est ce qu'on veut en même temps, que tous et chacun puissent arriver de la façon auquel il veut être préparé. Il y a des gens c'est pas tout le monde non plus qui a les mêmes connaissances et au niveau du développement durable, il y a des gens qui suivent l'évolution de la ville au fil du temps depuis plusieurs années, donc sont quand même assez au courant de qu'est-ce que la ville fait là, en matière de développement durable. Et pour ceux et celles que ça les intéresse et qui ne sont pas peu au courant de nos actions, bien, ils sont les bienvenus également. Là, ils pourront venir participer là, à ces actions de consultation publique. C'est ça, je suis allée faire un tour sur votre site, donc on peut, en allant dans l'onglet Agenda 21, donc trouver le plan de diagnostic qui est quelques pages qu'on peut lire. Et puis il y a d'autres documents aussi qui sont très intéressants. Il y a des statistiques. L'Université Laval qui a fait une étude qui apporte des informations intéressantes. Donc il y a plein de choses que les gens peuvent lire. Dans cette semaine-là, on va culminer par une activité pour la Journée de la Terre, le 22 avril. Oui, ça se déroulera là, au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay, l'ancienne école primaire Thomas Tremblay. Il y aura une journée d'activités. Il y a des activités en même temps pour monsieur, madame, tout le monde. Il y aura une projection là, d'un film au niveau de l'environnement. Il y aura des activités là, avec GAIP là, sur la protection naturelle. On parle de conférences là, sur le gaspillage alimentaire. Donc, des activités qui sont variées pour monsieur, madame, tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Donc, pour participer à ça, là, on invite les gens là, à venir en grand nombre pour souligner le Jour de la Terre le 22 avril prochain. Alors, j'invite donc les gens à aller sur le site de la Ville, dans l'onglet Développement durable, et de cliquer sur Ensemble vers un 4e plan de développement. Et je vous dis aussi que vous recevrez par la poste toutes les informations. Vous vous inscrivez soit sur le site de la Ville ou vous téléphonez pour vous inscrire les 17 et 18 avril. Donc, Monsieur le maire, je vous souhaite une merveilleuse consultation avec plein de belles idées citoyennes, plein de surprises aussi. Merci bien.
Alors, c'est ce qui conclut l'émission. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.